Bonjour et bienvenue dans ce Focus Grande Conso consacré au Quick Commerce, le phénomène retail de l'année. Alors le Quick Commerce, je vous propose tout simplement de mieux le connaître et surtout de bien le comprendre au travers de 5 questions. D'abord, de quoi parle-t-on ? Ensuite, quels sont les acteurs, quelles sont les organisations, quelles sont les politiques commerciales ? Et puis évidemment, y a-t-il ou n'y a-t-il pas un modèle économique pour le Quick Commerce ? Focus Grande Conso consacré au Quick Commerce, c'est parti ! Et la première image, c'est tout simplement pour nous ramener dans le vieux monde, lorsque les livraisons rapides, express, ultra express se réalisaient en 1 heure. Vous le voyez ici, Carrefour, il y a encore quelques mois, promettait de l'express en 1 heure, lorsque désormais les nouvelles promesses de ces acteurs du quick commerce, c'est pour certains d'entre eux une promesse en 10 minutes. Vous voyez ce qui s'est passé entre ce qu'on va appeler le vieux monde et le nouveau monde. La réalité de la vitesse de livraison a finalement été divisée par 6. Alors en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le quick commerce repose sur une idée toute simple, vue du client, c'est de raccourcir dans la même unité de temps la commande et la réception. En gros, c'est tout simplement que tout ça, commande et livraison, se passe dans la même unité de temps. Vous préparez des pâtes, il vous manque du beurre, et bien le beurre va arriver avant même que les pâtes aient fini de cuire. C'est ce qu'on appelle le on-demand. Le consommateur devient acteur de sa consommation et il n'y a aucun espace de temps entre la commande et la réception. Voilà pourquoi on peut considérer, et certains d'ailleurs acteurs, notamment je pense aux Français Cajou, considèrent qu'entre 10 minutes, qui est le référent pour certains quick commerçants, et 15 minutes, qui est la promesse d'autres, il n'y a en réalité pas de différence parce que finalement on est bien dans le même espace-temps qui revient en gros à considérer que commander depuis chez soi et attendre d'être livré est finalement plus court que de descendre au Franprix de son quartier pour ceux qui habitent Paris. C'est ce qu'on appelle le on-demand et c'est sur cette idée-là, vue du client, que repose le quick commerce. Alors le quick commerce qui a été une véritable déferlante sur l'année 2021 puisque aujourd'hui, en septembre, il y a 8 acteurs différents sur le marché qui promettent tous entre 10 et 15 minutes. Et la particularité de ces acteurs, c'est que quasiment aucun n'existait où que ce soit il y a 1 an. Le Turc Getir, évidemment, mis un peu de côté puisqu'il existait. Mais en tous les cas, en France, à Paris, il n'y avait, il y a 1 an, aucun de ces acteurs. C'est une véritable déferlante. Alors, ces acteurs-là sont venus se rajouter à d'autres acteurs qui existaient, mais pas tout à fait avec le même modèle et qui sont arrivés sur le quick commerce. Je pense par exemple à Col, qui ne livrait que des boissons et qu'en soirée, et qui désormais s'est rapproché de ce mouvement du quick commerce en vendant plus que des alcools, y compris par exemple de l'épicerie. On a aussi Frischti qui livrait plutôt des plats ou des ingrédients prêts à être préparés dans l'instant et qui désormais va livrer des produits d'épicerie quasiment courants, des fonds de placard que vous pourriez commander aussi chez Cajou ou chez Gorillaz ou chez Getir par exemple. Et puis il y a aussi ces acteurs historiques qui sont quasiment des dinosaures parce qu'ils existaient bien avant le quick commerce, les Deliveroo, les Uber Eats, qui livraient des repas et qui désormais livrent aussi des courses alimentaires, mais dans un temps un peu plus long que les quick commerçants qui viennent d'arriver, puisqu'on est sur 20 à 30 minutes, des courses qui sont réalisées dans le Franprix ou le Carrefour City ou le Casino à côté de chez vous, donc, mais sur un laps de temps encore une fois plus long, de telle manière que le fameux on-demand, c'est-à-dire la quasi-instantanéité entre la commande et la réception, est moins abouti que pour les quick commerçants. Et puis il y a aussi Auchan et Carrefour qui se sont mis eux aussi, ou qui sont en train de se mettre au quick commerce. Alors ce sont que des intentions plus ou moins appuyées ou des expérimentations, mais par exemple à Bordeaux, Auchan vient de lancer via un supermarché un service de quick commerce avec livraison dans les 15 minutes. Donc autant vous dire tout simplement que l'effervescence de ces nouveaux acteurs qui sont sur la gauche de votre écran a tout simplement modifié la proposition de valeur de ceux qui sont sur la droite en les raccrochant vers cette nouvelle activité, c'est-à-dire l'ultra rapide commerce avec cette idée qu'il n'y a quasiment aucun temps entre le moment où je commande et le moment où je suis livré. Alors, où sont ces quick commerçants ? Évidemment, principalement à Paris, puisqu'ils se sont tous lancés sans exception à Paris. Et désormais, vous le voyez, dans certaines grandes métropoles, on commence déjà à assister à l'expansion, tout simplement parce que les places sont chères, tout le monde sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il vaut mieux prendre les places le plus tôt possible. Et voilà pourquoi ils sont tous lancés dans une course de vitesse à l'implantation, à Paris bien sûr, mais aussi dans les grandes métropoles de province. Alors au final, ça nous fait plus de 10 acteurs sur le marché
mais un marché dont finalement personne, absolument personne, n'a le début du quart de la moitié de l'idée, de la réalité, de la taille. On reviendra naturellement sur ce sujet dans quelques instants. On n'a pas idée de la taille, et pourtant, vous devez le voir, vous le lisez, vous en entendez parler. Ce marché-là est littéralement sous une pluie de dollars. Une pluie de dollars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces entreprises-là, tous ces nouveaux quick commerçants sont financés par des levées de fonds qui s'enchaînent. Alors au début, c'était quelques dizaines de millions de dollars ou d'euros de levée de fonds. Désormais, ça peut atteindre des centaines de millions de dollars. Vous le voyez par exemple sur Getir qui a levé plus d'un demi-milliard de dollars. C'était en juin. Gorillaz a aussi levé plusieurs centaines de millions de dollars. On a Flink, on a aussi le Frenchy Cajou qui avait levé 6 millions de dollars en début d'année et qui vient de lever 40 millions de dollars il y a quelques semaines. Donc un marché qui est véritablement nourri au dollar avec une pluie de dollars qui tombe sur ces différentes entreprises qui lèvent chacune à leur tour des millions, des dizaines de millions et parfois donc des centaines de millions. Alors la deuxième question qu'il faut se poser, c'est comment ce nouveau phénomène retail fonctionne-t-il pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder ça de très près? Alors le principe général, qu'on va appeler ici l'organisation normative, c'est-à-dire qu'on pourra trouver des nuances ça et là, mais globalement l'esprit est bien celui-là. C'est d'abord de constituer ce qu'on appelle des dark stores ou des hubs qui sont des formats de magasins, c'est 200, 300, 400 mètres carrés, mais qui ne sont pas ouverts au public tout simplement parce que ce sont uniquement des bases logistiques, des entrepôts avancés dans les quartiers dans lesquels va se réaliser la préparation de la commande en moyenne sur 3 minutes tout au plus. Une fois que la commande est préparée, elle va donc être livrée autour de cet entrepôt dans un rayon qui va de 1,5 km à 2 km, ce qui peut représenter une moyenne de 100 000 habitants à livrer, ça veut dire en gros de 75 à 150 000 habitants. Et le but, c'est que le coursier en vélo, qui est la plupart du temps un salarié de ces quick commerçants, pas toujours mais la plupart du temps, va vous livrer en 7 à 8 minutes, de telle sorte que la promesse d'une livraison en 10 minutes, elle est tout à fait réaliste. Le consommateur, vous le voyez, il arrive ici, et donc dans cet exemple-là, il se sera passé 10 à 15 minutes maximum pour que la commande soit préparée, livrée, et donc réceptionnée par le client. Alors si je vous amène à l'intérieur à présent de ces dark stores, qui sont évidemment des lieux fermés au public, donc très souvent fermés tout simplement à la visite, mais quand on regarde, quand on a la chance d'y rentrer, ben voilà tout simplement à quoi ça ressemble les dark stores de l'intérieur. Alors je vous amène tout d'abord chez Cajou, on est dans le 9e arrondissement de Paris, donc vous voyez là ici, vous avez 2-3 indices qui vous permettent de savoir qu'on est dans un ancien magasin, vous allez voir il y a du carrelage, on est en l'occurrence dans un ancien Leader Price, 300 mètres carrés, qui a été reconfiguré un entrepôt avec des rayonnages, mais évidemment des rayons qui sont entre guillemets moins beaux, qui coûtent moins cher, ce sont des simples racks, comparé à un magasin qui serait sur du mobilier un peu plus avenant, avec des allées qui portent des lettres, et ensuite il y a des numéros, parce que tout est géolocalisé par l'adresse, pas de manière électronique, mais tout simplement, chaque produit a une adresse précise qui correspond d'abord à son allée, ensuite à l'élément dans l'allée, enfin au niveau de la tablette, et puis au numéro du produit sur la tablette. Donc des informations qui permettent, sans se tromper au piqueur, vous allez le voir ici, d'aller chercher le produit en fonction de son adresse. Et si vous regardez bien dans les implantations, des produits qui sont côte à côte ne sont pas nécessairement des produits qui sont comparables. C'est tout simplement parce que pour le chemin de préparation et pour la productivité, ce qui est exactement le même cas qu'en drive, il est pertinent de rapprocher ces produits parce que la probabilité de leur présence dans un panier est assez proche. Voilà comment on implante dans ces dark stores, pas en fonction de la catégorie des produits, mais en fonction de la probabilité de présence dans les paniers. Donc l'opérateur, ici l'opératrice, va sur l'adresse que lui indique son terminal, elle scanne le produit pour valider que c'est le bon produit, et ensuite elle va constituer le panier du consommateur. Particularité ici chez Cajou, vous le voyez, il y a quelques produits Carrefour déjà, puisque Carrefour a pris une participation chez Cajou il y a quelques semaines, et la volonté c'est évidemment d'enrichir et d'améliorer l'attractivité, l'offre de Cajou avec des produits Carrefour. Un autre cas de figure, on va à présent chez Dija.
Là aussi, on est dans un ancien magasin, ça se voit de l'extérieur. Et là aussi, vous allez le voir quand on rentre dedans, finalement, c'est à peu près le même type d'organisation des produits qui sont sur des racks. Chaque produit a une adresse de telle manière que le préparateur va pouvoir le trouver sans difficulté. Les produits frais sont rassemblés évidemment entre eux parce qu'ils doivent être stockés ainsi. C'est ce que vous voyez dans la vitrine qui est sur la droite. Et les préparateurs sont là aussi équipés d'un terminal qui les guide en leur faisant prendre évidemment le chemin le plus court possible pour que la préparation de commande puisse se réaliser dans le laps de temps le plus court possible aussi, maximum 3 minutes, sinon évidemment la promesse d'une livraison en 10 à 15 minutes ne peut pas être tenue. Une fois que la commande est préparée, là vous le voyez chez Dija, donc dans ce sac, vous avez les produits qui ont été préparés, et bien vous avez un coursier qui circule sur ses vélos électriques, qui prend la commande et qui, le plus rapidement possible lui aussi, va donc partir et livrer en vélo, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mobilité douce en vélo électrique, et qui va avoir la possibilité de faire entre 3 et peut-être 4 livraisons par heure si éventuellement il y a vraiment beaucoup de commandes à faire. Et donc, le coursier et le préparateur sont deux individus différents dans la chaîne de valeur. Le préparateur ne fait que de la préparation de commandes et le coursier ne fait ensuite que de la livraison. Voilà pour l'organisation. Quand le client reçoit sa commande, vous avez ce genre de scène-là. Et à Paris et dans les grandes villes, on commence à le voir de plus en plus. Et finalement, des scènes qui se ressemblent. Vous voyez ici, c'est le livreur Dija. Mais si je vous montre le livreur Gorillaz, c'est exactement la même chose. Ils ont tous le même type de sac à dos, façon Uber Eats ou Deliveroo, un vélo électrique, et puis ils déposent les commandes aux consommateurs. Alors, évidemment, je l'ai testé et je me suis amusé. Le premier jour de l'arrivée de Gorillaz en France, on était au printemps dernier, j'ai passé 12 commandes à la suite, histoire de valider quelle était la réalité de cette promesse absolument incroyable, qui est de dire, puisque c'est la promesse de Gorillaz, que je serai livré en 10 minutes. Et si vous regardez attentivement le tableau que je vous ai préparé ici, et le test que j'avais mené avec Gorillaz, vous allez voir que j'ai passé donc effectivement 12 commandes, que la première commande, je l'ai récupérée en 5 minutes, la seconde en 4 minutes, et puis en 6 minutes, et puis en 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. J'ai eu 2 commandes qui ont échoué sur la promesse de vitesse, l'une en 14 minutes et l'une en 13 minutes, et puis ensuite 4 minutes, 6 minutes, 7 minutes, et enfin 6 minutes. Vous voyez, et j'étais à distance moyenne de l'entrepôt. Ça veut dire qu'il n'y a pas un exploit en tant que tel à livrer en 10 minutes. Le modèle organisationnel permet tout simplement de le faire parce que vous le voyez, pour certaines de mes commandes, j'ai été livré en beaucoup moins que 10 minutes. Le record était en 4 minutes. Ça veut dire qu'il a fallu 1 minute 30 au maximum pour préparer ma commande et 2 minutes 30 de vélo, j'allais dire à fond la caisse, pour me livrer, et ça a fonctionné. Alors, ce qu'il y a dans les paniers, c'est évidemment l'expression de la politique commerciale, qu'il s'agisse d'offres, de prix et éventuellement aussi, vous allez le voir, de promotion. Alors qu'en est-il de la politique commerciale de ces quick commerçants? On regarde en commençant d'abord par l'assortiment. Tous ont à peu près dans l'immédiat la même promesse et finalement des niveaux d'offres assez ressemblants. C'est environ 2000 références et tous ont à peu près la même idée qui est de dire si on veut vraiment couvrir le maximum d'unités de besoins les plus quotidiennes et celles pour lesquelles il peut y avoir une notion d'urgence à être servie, il faudra probablement aller jusqu'à 3000, peut-être 3500 références, mais en tous les cas, il faut au minimum en avoir 2000. Et donc petit à petit, chacun monte son nombre d'assortiments. Vous voyez, ça c'est un comptage que j'avais effectué en juillet. On était sur un peu plus de 2000 pour Cajoo, un peu moins de 2000 pour Gorillaz et un peu plus de 1500 pour Flink, entre autres exemples. Quand on regarde à présent les frais de livraison, parce qu'évidemment, le client qui se fait livrer, dans la majorité des cas, va participer aux frais de livraison. Et là, il y a quasiment un prix, j'allais dire, normatif, autour de 2 € en tous les cas. Vous le voyez ici pour Gorillaz, pour Flink, pour Cajoo, pour Dija, pour Getir et pour Zap. Alors, quelques exceptions avec BAM et puis Yango Deli qui sont aujourd'hui gratuits, et puis d'autres comme Col et Frishti qui sont un peu plus chers. Mais en gros, retenez qu'il y a une forme de prix normatif pour la livraison qui est autour de 2 €. Ça aura son importance tout à l'heure, vous allez le voir, quand on va parler du modèle économique de ces quick commerçants. Sujet évidemment très important, le prix. Alors tous ont exactement la même sémantique quand ils parlent de leur prix. Ils disent tous être
dans la moyenne des prix de supermarché. Alors évidemment, c'est le supermarché urbain, ce n'est pas nécessairement le supermarché de périphérie d'une ville moyenne qui serait très agressif. Sont-ils réellement au prix du supermarché? Eh bien, de manière très empirique pour démarrer, puis on commence désormais à avoir de la donnée pour le quantifier, eh bien, j'ai tout simplement voulu mesurer quelle était la réalité de ce prix. Et donc, là, j'ai pris un exemple dans le 12e arrondissement de Paris, près de Bastille. J'ai regardé quelles étaient les offres commerciales qui étaient disponibles pour un client qui habiterait, par exemple, rue de Charenton. Et donc, il pouvait se faire livrer en drive à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres de chez lui, chez Leclerc. Il pouvait aussi aller dans un Intermarché. Il pouvait se faire livrer un drive dans un Carrefour drive piéton. Il pouvait aller chez Monoprix, se faire livrer aussi par Monoprix d'ailleurs. Il pouvait commander et se faire livrer chez Gorillaz. Et enfin, aussi Franprix. Eh bien, quand vous regardez sur les produits strictement comparables, il y en a un peu plus de 450, sur les produits strictement comparables du panier que j'ai constitué, eh bien, vous voyez que Gorillaz n'est pas le moins cher, évidemment. Sans surprise, vous trouvez Leclerc et Intermarché d'abord, mais Gorillaz était moins cher et de manière assez sensible, il y a quasiment 12 points d'écart, que Franprix. Donc, oui, les quick commerçants sont plus agressifs sur la base de cet exemple que les supérettes, pas tout à fait au vrai supermarché, mais néanmoins, ils sont plus intéressants que ce qui constitue le maillage commercial à Paris, c'est-à-dire essentiellement des supérettes de quartier. Quand on regarde le positionnement des différents quick commerçants entre eux, eh bien, l'étude que j'avais réalisée pendant l'été montre qu'en gros, il y a deux enseignes qui sont plus agressives que les autres, en tous les cas qui ont un indice de prix inférieur à la moyenne, c'est Flink et Gorillaz qui sont en dessous de 100, alors que Cajoo est très très légèrement au-dessus de 100 et Dija est un peu plus dépositionné. Mais il n'y a finalement pas tant d'écart que ça entre eux. Donc vous voyez, on peut déjà en conclure qu'au moins sur ces quatre-là, bien, le niveau de positionnement par rapport à la proximité parisienne n'est pas totalement décalé, il est même plutôt tout simplement dans le match. Une autre illustration, toujours sur ce sujet du prix, et puis pour arriver à se forger une conviction sur la base de différents exemples, je me suis amusé à constituer un panier entre très précisément un Franprix et un Gorillaz qui livrait exactement l'adresse où était implanté le Franprix, en se disant tout simplement, le Parisien qui habite dans l'immeuble au-dessus du Franprix ou à quelques immeubles de là, a-t-il intérêt à acheter chez Gorillaz ou chez Franprix? Ben vous le voyez, il a clairement intérêt, c'est une nouvelle démonstration de ce que je vous disais tout à l'heure, il a clairement intérêt à acheter chez Gorillaz, ça sera moins cher que Franprix. Je me suis même amusé à faire un panier en intégrant les frais de livraison. Ça veut dire dans cet exemple que si j'achetais du pastis 51, si j'achetais des Bun McCain, des yaourts La Laitière, de la glace Ben & Jerry et enfin du thé vert Lipton, eh bien même avec les 2 € de livraison qu'impose Gorillaz, eh bien il était plus intéressant pour le consommateur ce jour-là d'acheter chez Gorillaz que chez Franprix. Et autant vous dire qu'avec la promesse de livraison en 10 minutes, il lui aurait fallu de toute façon plus de 10 minutes pour descendre de chez lui, aller chez Franprix, ne serait-ce que faire même rapidement le tour du magasin, passer par la caisse et revenir. Donc vous voyez que, au moins vu du client, la proposition de valeur telle qu'elle est aujourd'hui sur les niveaux de prix qui sont pratiqués, elle est quand même intéressante et c'est bien via le quick commerce une forme d'amélioration de la proposition de valeur à laquelle on assiste, au moins là où ils sont implantés, c'est-à-dire dans les centres urbains principaux et notamment évidemment à Paris. Mais dans le même temps, à des prix qui sont déjà très compétitifs, se rajoutent aussi, et ce n'est pas sans incidence sur le modèle économique, se rajoutent aussi des coûts de recrutement qu'on n'a strictement jamais vus en alimentaire, beaucoup plus dignes de ce que l'on voit dans la tech et dans le monde du online que classiquement dans le monde du offline. Quelques exemples juste pour vous en convaincre. Eh bien, ce jour-là, j'avais reçu une offre de Gorillaz qui me promettait, vous le regardez si vous voyez bien les petites lignes qui sont à droite, eh bien, de me faire une réduction de 15 € dès lors que mon panier atteignait 20 €. Ce qui veut dire en clair que la limite théorique fixée par les États généraux de l'alimentation n'était qu'un vulgaire souvenir et que personne ne se souciait de savoir si l'offre était réglo. Mais en tous les cas, l'offre, non seulement elle était proposée, mais elle fonctionnait. Regardez ce scénario et la livraison que je me suis fait livrer, c'est le cas de le dire. Eh bien, j'ai commandé très exactement. Alors, je ne vous cache pas que j'ai évidemment fait en sorte que ça soit le plus près possible de la barre des 20 € pour déclencher le bon de réduction de 15 €. Donc ce jour-là, j'ai commandé pour 20 € et 26 centimes de marchandises et j'ai eu
15 € de réduction, sachant qu'en plus, comme ils en sont à vouloir absolument séduire les premiers consommateurs, j'avais reçu aussi, et vous le voyez, c'est ce qui est entouré d'un cercle blanc avec marqué cadeau, j'avais reçu aussi du maquillage pour regarder le match de foot, c'était pendant l'Euro, et j'avais reçu aussi des pâtisseries en cadeau, donc autant vous dire que sur cette commande-là, Gorillaz n'a pas dû gagner beaucoup, puisque j'ai reçu 20 € de marchandises et des cadeaux, et ça ne m'a coûté en réalité que 5 €. Gorillaz n'est pas le seul, et Gorillaz est capable de toujours faire plus, comme les autres. Une autre incitation que j'ai reçue, vous le voyez ici, c'est de me promettre 10 € de réduction, mais cette fois-ci pour 20 € d'achat, ce qui est moins intéressant, mais pour 10 commandes. Ça veut dire que pour mes 10 premières commandes ou mes 10 prochaines commandes, j'allais tout simplement avoir l'équivalent de 50% de réduction. Nouvelle illustration que les états généraux de l'alimentation et la limite théorique de 34% n'est visiblement pas arrivée jusqu'au service juridique des quick commerçants, mais ils sont tous en train de recruter. Ils sont tous en train de recruter parce que figurez-vous, et ça surprend beaucoup quand on en parle, c'est que eux au moins ont la conviction qu'il y a un modèle économique derrière. La question évidemment c'est quel est ce modèle économique et comment peut-on être bien certain qu'il existe? Alors déjà, ce qu'il faut au moins accepter, au moins par humilité intellectuelle, c'est que la pluie de dollars dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle ne s'exerce que parce qu'il y a bien des investisseurs qui sont convaincus de la réalité économique de ce nouveau format de commerce. Bien sûr, il y a sans doute un effet moutonnier. Des investisseurs qui investissent incitent ceux qui n'investissaient pas encore à s'y intéresser et à investir de peur de manquer un train qui démarre. Sans aucun doute, il y a un phénomène moutonnier dans les levées de fonds qui se jouent et dans le fait que les investisseurs disent oui à ces sollicitations. Mais il ne faut pas les prendre tous pour des imbéciles. Il y en a au moins quelques-uns qui sont forcément, sincèrement convaincus qu'il y a un modèle économique. Donc, ça justifie, pour qui observe le quick commerce, vous, moi, ça justifie tout simplement qu'on essaye de comprendre quelle est la réalité de ce modèle économique. Alors, je vous propose de descendre, on va le dire comme ça, de comprendre la structure de coût du quick commerce en partant de la fin, parce que vous allez le voir, ça a son importance. On va commencer par l'étape de la livraison. La livraison, l'objectif pour atteindre le modèle économique dans ce métier-là, c'est que le livreur que vous employez puisse faire 3 livraisons par heure. S'il fait 3 livraisons par heure, sachant que chaque livraison est en gros valorisée autour de 2 € qui correspondent aux frais de service, chaque livreur va donc générer une valeur par son travail de 6 €. Problème, il est payé l'équivalent de 17 € de l'heure tout chargé. Donc ça veut dire que l'étape de livraison, à l'heure, génère une perte de 11 €. Et s'il y a 3 commandes dans l'heure, qui est l'objectif dont je vous ai parlé, ça veut donc dire que par la livraison, chaque commande est en déficit, en débit de 4 €. La question est donc de savoir si, sur l'amont de la chaîne de valeur du quick commerce, il est possible, oui ou non, de récupérer ces 4 €. Alors on va regarder ce qui se passe dans l'entrepôt, dans le dark store. Là, quand vous additionnez, c'est sans doute une cote mal taillée, mais malgré tout qui fixe quelques idées. Quand vous additionnez à la fois le coût du bâtiment, le coût de ceux qui vont mettre en rayon, c'est ce qu'on appelle le réassort, parce qu'il faut bien qu'on mette des produits sur des étagères avant d'aller les chercher sur ces mêmes étagères. Quand on additionne donc la location, le réassort, la préparation de commandes, et évidemment aussi des coûts de structure, qu'il s'agisse des coûts de management, des coûts informatiques, des coûts de tech, parce qu'évidemment ce sont des boîtes qui fonctionnent sur un niveau de tech beaucoup plus élevé que les vieux commerçants. Eh bien, quand vous additionnez tout ça, si on accepte l'idée que c'est évidemment quelque chose d'approximatif, néanmoins, eh bien, vous êtes à peu près autour de 5 € par commande. Donc ça veut dire qu'aux 4 € de débit sur la livraison va se rajouter un débit de 5 € sur toute la phase amont. Il faut donc que le panier soit capable de générer environ, toujours pour faire simple, une dizaine d'euros de marge brute, faute de quoi l'activité ne pourra jamais être rentable, indépendamment de ce que je vous ai appelé tout à l'heure les coûts de recrutement, qui eux sont monumentaux, et qu'on ne met pas dans le modèle économique, puisqu'on considère que, à terme, il n'y aura plus de coûts de recrutement quand chacun aura sa clientèle. Donc il faut trouver 10 € de marge brute dans chacun des paniers. Alors aujourd'hui, un panier, en moyenne, sur ce que l'on voit chez les uns et chez les autres, évolue entre 20 et 25 €. C'est le niveau de panier moyen.
Ce qui veut dire que si le panier est entre 20 et 25 euros, pour dégager 10 euros de marge brute, il faut donc que le taux de marge brute appliqué en moyenne au panier soit de 50% si on veut atteindre la cible de coût à couvrir. Évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas réaliste. Donc, en l'état des hypothèses, telles qu'on les voit aujourd'hui, le quick commerce n'est pas rentable. Simplement, il existe bien des hypothèses qui fondent le modèle, parce qu'encore une fois, sinon, personne ne risquerait ces économies ou les économies de ceux qui épargnent et qui, via les fonds d'investissement, investissent dans ces acteurs du quick commerce. Alors là, ces hypothèses, il faut commencer à toutes les modifier de manière un peu plus fine que ce que j'ai fait jusqu'à présent. On va commencer à regarder le stade de la livraison. Sur la livraison, il faut probablement monter à 4 livraisons par heure. Le livreur coûtera le même prix à celui qui l'emploie. Par contre, il fera une rotation de plus. Ça veut dire que la valeur qu'il génère ne sera plus de 6 euros, mais de 8 euros, où le débit va donc baisser. Deuxièmement, on peut aussi envisager qu'il y ait une espèce de yield management des tarifs de livraison. Ça veut dire par exemple qu'une livraison un samedi soir à 22 h peut probablement coûter davantage que les 2 euros comparé à une livraison du mardi après-midi à 14 h. La notion d'urgence ou d'envie absolue d'être livré de champagne ou de quoi que vous voudriez justifiera peut-être un samedi soir d'avoir un premium de fee sur le tarif de livraison et qui passerait par exemple de 2 à 3 euros ou de 2 à 4 euros. C'est ce qu'on appelle le yield management. L'objectif étant de ramener le débours de chaque commande de 4 euros, dans l'hypothèse actuelle, à 2 euros. Donc évidemment, ça fait moins à aller trouver sur le panier. C'est la première partie des hypothèses qui fondent le modèle économique du quick commerce. La deuxième partie, c'est le travail sur le panier. Donc il faut manifestement que le montant du panier moyen progresse. 20 à 25 euros, ce n'est pas assez. Il faut atteindre 25 à 30 euros, ce qui dans l'absolu est possible si on continue à élargir l'assortiment, parce qu'il y a une règle dans le commerce assez basique, en tous les cas sur beaucoup de circuits de vente. Plus l'assortiment est large, c'est-à-dire plus il est couvrant en termes d'unités de besoin, plus les consommateurs vont y trouver ce qu'ils cherchent et donc vont être tentés de mettre un produit de plus au panier. Donc l'élargissement de l'assortiment doit permettre de faire monter le panier entre 25 et 30 euros. Et puis ensuite, le travail sur le mix produit du panier, c'est-à-dire avoir plus de produits bio, plus de produits locaux, plus de produits premium, plus de produits sous signe de qualité, que sais-je encore. Bref, d'avoir des produits qui sont capables d'embarquer une valeur supplémentaire par rapport aux produits classiques de grande cavalerie, j'allais dire, les produits de grande consommation que l'on va trouver sur les étagères des supermarchés à côté. Ce travail sur l'assortiment, sur le mix produit, doit permettre, en tous les cas c'est l'objectif, d'atteindre une marge brute de 35% en moyenne. Et donc ça veut dire que si vous appliquez ce taux de 35% sur un panier, admettons, qui fait 30 euros, eh bien vous arrivez sans problème à couvrir la cible de marge brute d'une dizaine d'euros, alors que dans le même temps, je vous le rappelle, le coût de livraison, le coût réel de la livraison a été diminué parce que le préparateur a pu faire une livraison de plus parce que les zones de chalandise auront été raccourcies. Donc vous voyez que, et n'en déplaise à ceux qui sont certains qu'il n'y a pas de modèle économique, on ne peut pas dire que ce modèle va arriver parce que vous allez le voir, il y a 2 prérequis absolument indispensables pour atteindre cette cible-là, cette organisation-là, ce modèle-là, ces hypothèses-là. Mais néanmoins, ces hypothèses, elles génèrent un modèle économique qui est rentable. Alors il y a 2 prérequis, je vous le disais. Le premier prérequis, c'est qu'il faut évidemment avoir des conditions d'achat. Si vous n'avez pas des conditions d'achat, vous partez déphasé en termes de prix et donc vous êtes évidemment incapable de mettre une marge brute de 25, 30 ou 35%, sauf à prendre le risque d'être totalement déphasé en prix et donc de n'être plus attractif. Donc le premier prérequis, c'est des conditions d'achat. C'est pour ça, par exemple, que quand Cajoo s'allie à Carrefour, en le faisant venir dans son capital, c'est aussi une façon pour Cajoo d'améliorer ses conditions d'achat. Et puis aussi, deuxième prérequis, il faut un effet de volume pour saturer mes hypothèses. Le livreur, s'il fait 4 livraisons par heure, c'est parce qu'il y a assez de commandes à livrer naturellement, et donc c'est parce qu'il y a un volume suffisant. Et donc, on considère en gros aujourd'hui, sur la base de ce que l'on sait de ce modèle, y compris chez les quick commerçants qui apprennent quasiment tous les jours, eh bien on considère que si le dark store, le hub de, admettons, 300 mètres carrés, ne fait pas un minimum de 500 commandes par jour, alors il sera très probablement difficile,
si ce n'est impossible, d'écraser assez les coûts et donc d'atteindre les hypothèses que j'ai fixées en termes de modèle économique. Donc 500 commandes semble être absolument un minimum, un peu comme quand on était sur le drive où on disait qu'il fallait au moins faire 4,5 millions à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour justifier d'un drive entrepôt, parce qu'il faut un effet volume. Même quand il y a un modèle économique sur le papier, ce modèle ne se transforme en réalité que par l'effet volume. Donc oui, il existe un modèle économique, et c'est bien parce que ce modèle existe au moins sur le papier qu'il y a des dollars qui pleuvent. Évidemment, parce qu'encore une fois, les investisseurs ne se laisseraient pas convaincre s'il n'y avait pas au moins sur le papier un modèle économique. La seule question en fait qu'il y a à se poser, c'est de savoir s'il existe réellement une demande. Y a-t-il assez de consommateurs qui sont prêts à se faire livrer, qui ont besoin de se faire livrer dans ce niveau d'urgence-là? Alors là, pour ça, il faut prendre des paris. Le premier pari, c'est d'abord de considérer que dans tout un tas de situations, et je pense par exemple à Paris, au centre de Paris, là où les foyers sont petits, là où les logements étant très chers, il y a une forme de sélection malgré tout. Paris est une ville qui est riche avec une partie de sa population qui est relativement riche et pour laquelle le coût de l'approvisionnement alimentaire peut être marginal dès lors qu'en face on a un niveau de service que l'on considère comme élevé. Prenons un exemple. Pour celui qui a des moyens, se faire livrer tous les matins 2 baguettes fraîches par Gorillas, Cajou ou un autre quick commerçant et payer même les frais de livraison de 2 euros et en rajoutant peut-être quelques produits pour atteindre un éventuel minimum de commandes, eh bien je suis intimement persuadé qu'une part des Parisiens seront prêts à le faire parce que ne négligeons pas qu'une part de la population est insensible au niveau de prix ou peu sensible au niveau de prix et très sensible au niveau de service. Et là, pour le coup, le on-demand, c'est quelque chose d'absolument magique pour un consommateur. Pour les Parisiens éventuellement qui me suivent, faites l'essai un jour chez vous de commander devant l'un de vos invités le dessert chez un quick commerçant et vous allez voir sa tête totalement ébahie, voire décomposée, quand il va se rendre compte que la glace que vous aurez commandée va arriver moins de 10 minutes après lui avoir fait choisir le parfum qu'il voulait. C'est un exercice redoutable et qui produit un effet waouh qui montre bien que pour ceux qui en ont les moyens, cet effet waouh peut justifier du prix éventuellement supérieur lié au fait qu'il y a un service. Et le deuxième pari que l'on peut prendre pour éventuellement envisager qu'il y ait une demande, c'est tout simplement de considérer que notre relation à l'approvisionnement alimentaire sera tout simplement différente. On n'ira plus une fois par semaine, pour faire simple, faire un gros plein de courses pour toute la semaine qui vient. On achètera au fur et à mesure de ses besoins, ou en tous les cas, on fractionnera. Si cette nouvelle façon de faire les courses devient la norme, alors les quick commerçants auront la réponse. Si on ne change pas cette façon, cette relation que l'on a aux courses, alors ils resteront sur des occasions tellement exceptionnelles que ça ne sera pas suffisant, le cas échéant, pour faire un véritable marché. Quand on regarde ce qu'il pourrait en être demain, si on essaye de faire un peu de prospective sur ce sujet du quick commerce, et surtout de se demander qu'est-ce qui va faire que certains vont rester et d'autres non? Parce qu'évidemment, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'appelés et qu'il y aura finalement peu d'élus. Et autour de cette idée qu'on a déjà vue dans des tas d'autres métiers de service, c'est la logique très américaine du winner takes all. Ça veut dire en gros que celui qui va rester le dernier, parce qu'il aura eu plus de cash, plus d'oxygène pour éviter l'asphyxie qui guette quand on brûle du cash jour après jour par un modèle économique qui n'est pas encore suffisamment installé, eh bien celui qui reste, il rafle la mise et il prend l'ensemble du marché à son profit. Donc la première des certitudes quand on évoque demain, ça ne veut pas dire dans quelques jours, mais ça veut dire dans une perspective lorsque le marché sera stabilisé, c'est qu'il y aura évidemment beaucoup moins d'acteurs parce qu'il y en a trop. Alors comment vont-ils se départager? En gros, il y a 4 critères qui départageront, en tous les cas je le pense, les quick commerçants et donc qui feront que certains resteront et que d'autres malheureusement disparaîtront. Le premier critère évidemment c'est la ressource, le cash, l'oxygène. Quand vous êtes sur une activité où vous êtes en permanence en train d'investir, d'ouvrir de nouveaux dark stores, d'avoir des coûts de recrutement absolument jamais vus, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous fonctionnez à perte en brûlant du cash. Et donc celui qui a plus de cash à brûler que les autres pourra rester plus longtemps vivant. C'est une règle très simple à comprendre. Premier critère qui va départager les survivants, le cash. Je n'ai pas dit le plus important, mais évidemment c'est le premier auquel on pense. Le deuxième critère, c'est le chronomètre. C'est en gros la capacité que les acteurs ont ou auront de tenir la promesse.
Sont-ils finalement tous capables, par leur organisation, y compris par la gestion de leurs ressources humaines, qui n'est pas un petit sujet dès qu'il faut par exemple manager des préparateurs et surtout des livreurs, seront-ils capables de tenir durablement ce chronomètre et cette promesse de 10 à 15 minutes? Ça pourrait, le cas échéant, les départager. Troisième sujet, c'est la réalité du produit livré, la qualité du produit livré. Est-ce que ce que vous recevez quand vous commandez chez un quick commerçant est réellement fidèle à ce que vous attendez, à ce que vous espérez? Et là, ce n'est pas toujours le cas. Regardez cet exemple, c'est une commande volontairement axée sur les fruits et légumes pour tester ces quick commerçants. Regardez les kiwis, et je vous fais un gros plan sur les kiwis. Ces kiwis, je les ai commandés le même jour au même quick commerçant, au même prix. Et là, je me suis dit que je me suis peut-être fait avoir en n'ayant pas de kiwi comme celui qui est à droite. Et donc, vous voyez que sur la qualité du produit livré, il y aura incontestablement un élément de satisfaction ou d'insatisfaction. Regardez les poivrons que j'ai reçus aussi dans ce test. Les 2 poivrons, même s'ils ne portent pas la même couleur, ont été vendus le même prix, le même jour. Donc évidemment, ça peut générer de la déception. Et puis enfin, les bananes. Les bananes. Regardez dans quel état j'ai reçu mes bananes ce jour-là. Elles étaient tout à fait comestibles, évidemment. Je ne suis pas persuadé que vous, dans un supermarché, vous auriez acheté ces bananes-là. En tous les cas, moi non. Et le quick commerçant, parce qu'il les a choisis pour moi, au final, il me les a imposés. Et donc, si le produit n'est pas raccord avec ce que je pense, avec ce que j'espère, avec ce que j'escompte, ça produit de la déception. Et la déception n'est jamais l'allié du commerce par principe. C'est valable pour des hypermarchés comme pour des quick commerçants. Et puis enfin, il y a dans les critères qui départageront, à mon avis, les quick commerçants, cet équilibre subtil qu'il va falloir trouver entre la largeur et la profondeur de l'offre et la productivité. Parce qu'évidemment, pour couvrir beaucoup d'unités de besoin, il faut avoir une offre large. Simplement, quand vous avez une offre très large, vous risquez de ne pas pouvoir tenir la réalité de la promesse de temps, puisque vous allez passer plus de temps à préparer la commande. Donc vous voyez que va se nouer autour du quick commerce une forme d'équilibre subtil entre quelle est l'offre la plus large possible qu'il faut avoir pour être attractif, mais pas trop large pour ne pas être déceptif en termes de temps, puisque la préparation sera trop longue. Mais sur ces 4 critères, de mon point de vue, il y en a bien un qui est totalement supérieur aux autres et qui est aujourd'hui insuffisamment intégré par les quick commerçants, c'est la qualité du produit livré. Dit de manière un peu simpliste, et c'est c'était le titre d'un post que j'avais publié en début d'été, les bananes seront toujours plus importantes que le chronomètre. Si un client reçoit en 4 minutes des bananes qui le déçoivent, alors il aurait préféré être livré en 15 minutes de bananes qui ne le déçoivent pas. La banane sera toujours plus forte que le chronomètre, et c'est ça finalement que nous enseignent ces premiers débuts d'expérience pour le moment dans le quick commerce en France, c'est que attention à ne pas tout sacrifier sur l'autel de la rapidité, parce que ce n'est pas la grille de lecture unique que peut avoir le consommateur. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le quick commerce. C'est la fin de ce premier numéro de Focus Conso, consacré encore une fois à ce qui est le phénomène retail de l'année. Pour les curieux, la présentation est évidemment à disposition. Vous m'envoyez un petit mail et je vous l'enverrai avec grand plaisir. olivier@olivierdover.fr. Pour ceux qui sont curieux de la présentation dans sa globalité, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Merci de m'avoir suivi.